Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise et ancien ministre. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Le blocage de la France le 7 mars, la poursuite du bras de fer sur les retraites, le partage de la valeur travail et puis l'escalade verbale entre Poutine et Biden un an après le début de la guerre en Ukraine. Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder. Commençons, s'il vous plaît bien, justement par l'ère de guerre froide là, qui revient avec ces discours hier des présidents russes et américains. Éric Woerth, alors vous êtes davantage spécialiste des questions économiques, mais l'Europe et les Américains voulaient mettre à genoux l'économie russe à travers des sanctions. N'est-ce pas pour l'instant l'économie européenne qui souffre tout autant avec l'impact de cette guerre ? Écoutez, l'économie européenne, elle souffre, l'économie mondiale souffre notamment par l'inflation. La guerre a provoqué une vague d'inflation très très importante, bien plus importante que celle qui était due à l'après-Covid. Et maintenant, il faut des sanctions. Elles porteront leurs fruits au fur et à mesure. Et puis les chiffres donnés par les Russes sont des chiffres publiés par leurs propres instituts statistiques qui ont une indépendance assez relative, semble-t-il. Oui, donc, mais il y a eu d'autres chiffres internationaux donnés, le FMI. Oui, aussi. On verra. En tout cas, je pense, de toute façon, c'est une économie qui repose beaucoup sur les matières premières et beaucoup sur l'énergie. Tout le monde l'a compris maintenant. Bon, ils ont d'autres clients, les Chinois, les Indiens. Enfin, tout le monde leur achète leur avec leur des gaz milliards d'habitants ou leur pétrole et ils l'achètent cher. Ouais. Donc ça tient cette économie. Mais à un moment donné, le reste de l'économie est quand même dans un état tout à fait pitoyable. Et puis il y a une économie de guerre, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des usines qui fonctionnent, qui marchent, tout ça à coup de dettes et puis à coup de vente d'énergie. Donc je pense que ces sanctions, il faut continuer évidemment à les mettre en œuvre. Il faut aussi les accroître. Et puis ce serait assez étonnant, je vais vous dire, de continuer à commercer avec les Russes, de continuer à faire comme si de rien n'était, et de l'autre de livrer des armements pour aider l'Ukraine à gagner cette guerre. Donc ce serait, je pense qu'il ne faut pas faire de choses incohérentes quand les sujets sont aussi importants que la défense des libertés, qui est le combat en réalité, qui est notre combat face... Mais la liberté a un prix, et elle a un prix qui touche aussi les classes populaires en fait aujourd'hui, avec un impact ça très touche fort. Tout le monde, enfin classe populaire, ça touche tout le monde. Ça touche évidemment tout le monde. En France, attendez, les grandes entreprises du CAC 40 record, vous l'avez vu cette année. Vous me parlez de catégories sociales de ménage. Sur des entreprises, il y a des entreprises qui évidemment font de profit. Moi, je ne vais pas me plaindre quand même qu'on ait des entreprises en France qui réussissent et que ce ne soit pas systématiquement des entreprises américaines ou asiatiques. Heureusement. Après, c'est une question de partage, de profit, de dividendes. C'est une autre histoire. Mais enfin, heureusement qu'il y a des entreprises françaises qui réussissent. On a l'impression que, et on l'a vu pendant ce débat d'ailleurs à l'Assemblée nationale, on a l'impression que le succès, la réussite, c'est un handicap majeur. Il faut s'excuser de réussir. Si ça marche pas, alors là, on est un héros. Enfin, là, il y a une inversion des rôles et des valeurs qui est évidemment considérable. Et ça a été, au fond, la clé du débat pendant ces 15 jours de retraite. Oui. Il y avait eu ce projet en France, évidemment, avec les perspectives de l'inflation, même si elles seront peut-être un tout petit peu plus limitées que prévu, d'un panier, justement, inflation, anti-inflation, quoi, en quelque sorte. Finalement, le gouvernement va renoncer. Pourquoi ? Parce que c'est trop compliqué à mettre en place. Parce que c'est très compliqué. C'est une économie administrée jusqu'au bout, dans ce cas-là, de façon... Enfin, c'est une administration qui se substitue à un moment donné aux acteurs économiques. Il y a des limites au possible et c'est particulièrement inefficace. Non, ce qui est important, c'est que les mécanismes jouent chez les distributeurs eux-mêmes, que les distributeurs eux-mêmes affichent pour un certain nombre de produits une forme de stabilité. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Maintenant, l'inflation, elle est là. Elle peut pas être totalement combattue parce que c'est des chaînes complètes qui créent de l'inflation. Il faut y répondre. D'abord, il faut un peu de temps. Ça va s'apaiser à un moment donné. Donc, il faut résister à ça. Il faut éviter de l'entretenir. C'est fondamental. Éviter de l'entretenir donc vous ne croyez pas par des mécanismes automatiques. Ce panier, je crois que chaque enseigne a au fond la possibilité de le faire et pour un certain nombre, ils le font. Ils mettent en avant les prix qui n'ont pas bougé. Et puis de l'autre, il y a évidemment des prix
qui ont bougé de manière absolument considérable. Tout le monde le sait bien, c'est un cancer l'inflation. Donc il faut le traiter au fond et pas par des et puis tenter notamment sur le carburant. Je sais que le président de la République a réappelé notamment Total, mais il n'y a pas que Total, réappelé Total à modérer l'augmentation des prix, notamment du diesel. Oui, c'est ça. Bon, le panier, c'est des coûts, c'est du ponctuel. Il faut, pour lutter contre l'inflation, il faut résoudre les causes de l'inflation, et donc ça demande des changements profonds, structurels. Cette crise, elle accélère en fond des changements absolument profonds, changement d'énergie, changement dans l'organisation du commerce mondial, enfin tout cela. Oui. Bon, le panier inflation, à votre avis, c'est enterré ou pas? Ça n'a pas l'air. Je pense qu'en tant qu'outil national promu par le gouvernement, ça m'a l'air d'être enterré, si j'entends bien Bruno Le Maire. Oui. Venons-en aussi à la réforme des retraites. Les syndicats et l'opposition de gauche prévoient de mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Ils l'ont dit hier soir, en tout cas pour les syndicats. Ce sera quand le texte arrivera au Sénat. Vous craignez un mois de blocage? C'est curieux comme ambition de mettre la France à l'arrêt. On se bat pour le pouvoir d'achat, on se bat pour 1000 choses, l'après-Covid, la restructuration de l'économie mondiale, la géopolitique dans tous les sens. Et nous, on provoque des débats sur des sujets qui dans d'autres pays n'en sont pas, quoi. Je veux quand même le dire à un moment donné, et que on est dans un pays extraordinairement redistributeur. Lorsqu'on regarde les revenus avant transferts sociaux et après transferts sociaux, c'est-à-dire quand le mécanisme de protection sociale a fonctionné, l'écart est puissamment réduit, quasiment de 4, donc est puissamment réduit. Il est encore plus réduit dans le domaine des retraites. Donc on a quand même un modèle social qu'il faut tenter de défendre. Si personne ne veut jamais rien bouger, ne veut jamais faire d'efforts pour le défendre, alors à ce moment-là, il court à sa perte. Et défiler aujourd'hui, c'est défiler contre le modèle social. C'est exactement ça que cela veut dire. Si on veut regarder les choses en face, qui vont bloquer, en toute responsabilité. Donc bloquer la France, à un moment donné où on a besoin d'avoir des entreprises qui tournent, qui produisent, qui vendent, et donc qui font et sont en capacité à ce moment-là d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est quand même assez curieux d'avoir cette ambition. Bon, voilà. Maintenant, après, on est en France, chacun a le droit de faire grève. Mais on peut le faire une fois. Mais je pense que si c'est reconductible, à ce moment-là, c'est évidemment particulièrement critiquable. Oui, c'est parce que Emmanuel Macron a dit hier qu'il faisait appel au bon sens des Français. Mais pour l'instant, le bon sens des Français, ils sont à 70% opposés à cette réforme des retraites. Moi, je ne crois pas trop à ça, parce que c'était le cas déjà en 2010. Je crois toujours aux sondages au moment où ils se passent, mais je pense que dans les sondages, on peut dire, on peut aussi les interpréter autrement. Il y a évidemment une énorme majorité de Français qui n'ont pas envie de travailler plus longtemps. Ça, c'est sûr. Et c'est toujours le cas, et ce sera toujours le cas dans ces domaines. Et vous faisiez référence à 2010, alors? En 2010, il y avait à peu près la même proportion, peut-être un peu moins, mais grosso modo à peu près la même proportion. La vérité, c'est que quand même, au fond de leur tête, il y a pas mal de monde qui se dit, ouais, faut le faire quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le faire. On ne peut pas continuer à vivre plus longtemps, parce que c'est le cas aussi. Il y a une bonne nouvelle. On peut aussi annoncer les bonnes nouvelles. On vit plus longtemps, et on vit plus longtemps dans une santé tout à fait correcte. Alors ça peut dépendre évidemment de votre carrière, de lieu où vous habitez, de vos conditions aussi personnelles de vie. Bon, tout ça peut évidemment dépendre. Mais quand même, on vit plus longtemps, et ça se mesure. Et puis il y a aussi une démographie qui n'est pas très bonne pour un système par répartition. Quand il y a moins d'actifs pour payer les retraites, il y a moins d'actifs pour payer les retraites. Donc il faut bien à un moment donné faire en sorte de réajuster les choses entre les générations. Il y a un réajustement entre les générations, et tous ceux qui défilent aujourd'hui en disant je défile pour mes enfants, je ne mets pas en cause le rapport avec leurs propres enfants évidemment, mais ils se trompent, ils défilent contre les générations à venir, ils défilent pour leur propre pour leur propre situation, pour défendre leur propre situation. Moi je ne veux pas travailler, ou je ne peux pas travailler, disent-ils en général, jusqu'à 64 ans. On disait la même chose à 62 ans. Mais ils défilent en réalité contre les générations futures, en déséquilibrant le système de retraite. Alors il faut injecter évidemment beaucoup de justice là-dedans, et il y a beaucoup de personnes qui ne partiront pas à 64 ans, qui ne partiront pas à l'âge légal, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous avez un Français sur 4 qui ne part pas avant, qui a 44 Français sur 10, 40% de Français qui partent avant l'âge légal, parce qu'ils sont atteints par de la pénibilité, parce qu'ils sont atteints par des carrières longues. Enfin, il y a plein de raisons et d'organisations
cotisation dans le système de retraite qui permet de partir plus tôt. Et un Français sur deux, quasiment, en fait, dans le privé, de plus de 55 ans, qui n'a pas de boulot après 55 ans. Si ça, c'est quand même un vrai problème. Ouais, enfin, 70% des gens qui partent à la retraite, qui liquident leur pension, ils sont en emploi. Ils sont en emploi. Donc, c'est pas vrai qu'il y a un Français sur deux. Ils sont en emploi. Et d'autre part, si on veut régler les problèmes d'emploi par le système de retraite, bon courage. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de verser des retraites à des retraités, payés par des actifs. Donc, ne confondons pas les sujets. Parce que avec ce que disent vos adversaires, c'est que si finalement il y avait du boulot pour tout le monde jusqu'à 60 ans ou 62 ans, ben, on réussirait à remplir les caisses, quoi. Oui, mais avec des si, on fait un monde merveilleux, paradisiaque. Mais ils ont qu'à faire, parce qu'en général, ils s'opposent à toute réforme conduisant à l'augmentation. Par exemple, changeant le marché du travail, incitant la reprise de boulot. C'est les mêmes qui s'opposent absolument à toute réforme. Si vous confondez toutes les réformes en une seule, si au fond on réforme la France uniquement par le système de retraite, on est mal parti. Donc c'est pas le sujet. Le sujet du chômage, le sujet de l'emploi, le sujet même des conditions de travail, c'est un sujet à côté, tout aussi important, mais qui est traité par d'autres moyens. Oui, Éric Woerth, qu'est-ce qui va rester de cette réforme des retraites qui va être étudiée par les sénateurs dans quelques jours? Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de concessions faites par Elisabeth Borne. Est-ce que finalement il y aura des économies qui étaient escomptées à la fin? Mais la réforme des retraites, elle va être votée. Elle va être votée par le. J'imagine que le Sénat va l'examiner totalement et sérieusement, contrairement au blocus qu'il y a eu à l'Assemblée nationale par la NUPES. Et vos anciens amis LR, c'est ça? Mais c'est toujours. J'ai plein d'amis chez LR. Je suis de droite et j'ai plein d'amis chez LR. Sauf qu'il y a un moment donné, il faut que LR redevienne LR. Ouais. Et les sénateurs vont regarder sérieusement, comme ils savent le faire, ce texte. Ils vont y apporter, sans doute, en discussion avec le gouvernement, des amendements nouveaux. Quels amendements puisque vous discutez avec eux, qu'est-ce qu'ils pourraient changer encore? Je ne discute pas directement avec eux, c'est le gouvernement qui le fait. Je ne sais pas, et je ne veux surtout pas préempter des modifications éventuelles à venir. Mais tout ce que je sais, c'est que ces modifications, elles ne peuvent pas dégrader la situation, elles ne peuvent pas dégrader l'objectif d'équilibre du système de retraite en 2030. Donc elles ne peuvent pas dégrader l'objectif d'équilibre financier. C'est absolument fondamental. Et puis après, il y aura une commission mixte paritaire, comme vous en ferez partie, l'organise. Oui, j'en ferai partie. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer de l'Assemblée nationale? Eh bien, vous aurez des députés, des sénateurs qui, surtout, toute la partie du texte qui n'aura pas été votée conforme, c'est-à-dire quasiment tout le texte, vous aurez les députés et les sénateurs qui se mettront d'accord sur une rédaction. Et la rédaction du texte définitif viendra du texte post-commission mixte paritaire, sera examinée par l'Assemblée nationale en dernière lecture et par le Sénat en dernière lecture, qui voteront, donc je l'espère, un texte conforme. Pour vous, cette réforme des retraites va être votée, va aller jusqu'au bout? Bien sûr qu'elle va être votée parce que c'est nécessaire, parce que c'est l'avenir du pays. Et il n'y a pas de réforme de substitution qui a été mise sur la table. Il y a toujours des gens qui sont des ramasse-miettes de toutes les idées qui passent, c'est vrai dans tous les partis. Mais vous avez aussi LFI, c'est globalement l'augmentation massive des impôts. Et pas uniquement des super profits, parce que ça c'est la super démagogie. Mais c'est pas uniquement des super profits. Au fond, des cotisations sociales des Français et pas uniquement des entreprises, évidemment des Français aussi. Donc très bien, si tout le monde est d'accord pour voir son pouvoir d'achat durablement amputé par de nouveaux impôts, je ne crois pas que ce soit le cas. Et puis d'autre part, vous ne pouvez pas ajuster le système de retraite par une baisse massive et durable des retraites qui sont versées aux retraités. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions parce que le système il est organisé comme ça, et quand vous posez une question à quelqu'un à propos de la retraite, là, en général la première des questions c'est l'âge. C'est donc le sujet principal. Éric Woerth, il nous reste 2 petites minutes avec 2 questions notamment. Vous dites que LR doit redevenir LR. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Redevenir LR, parce qu'il y a des fondamentaux, il y a l'idée qu'on n'est pas aujourd'hui c'est devenu non pas l'ensemble du parti, mais sur une partie profondément démagogique. On n'est pas en train de suivre l'opinion publique. Jamais un parti gaulliste n'a suivi l'opinion publique. On peut l'accompagner. LR a perdu évidemment. sa boussole alors.
Ouais, enfin moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé que le gros des électeurs LR était parti chez Emmanuel Macron pour une bonne raison, c'est qu'ils ne comprenaient plus ce que c'était que LR. Manque de travail, des égos surdimensionnés, absence de collectif. Vous visez qui là? Et donc, mais je ne vise personne. Aurélien Pradier notamment. Mais je ne vise personne. C'est rien. Je ne vise personne. Je vise une idéologie, une formation des racines politiques. Ces racines politiques, elles existent évidemment. On ne va pas tenter de les couper. Et quand on remet en cause une réforme des retraites qui ressemble quand même assez fortement à ce qui aurait été porté par un président issu de LR, on coupe ses racines. Et je ne crois pas qu'on puisse s'inventer un avenir en coupant ses racines. Vous avez dit je suis de droite et c'est la raison pour laquelle aussi je soutiens cette réforme des retraites. Le président Macron est de droite donc aussi. Mais moi, je ne vais pas caractériser le président Macron. Il a essayé d'organiser un bloc central. Dans ce bloc central, il y a évidemment beaucoup de gens de droite. Et d'ailleurs, les électeurs, il y a beaucoup plus de électeurs LR chez Emmanuel Macron que chez LR lui-même. Donc, cherchez l'erreur. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un bloc central, comme l'a été à un moment donné l'UMP, probablement un peu plus déporté sur la gauche, puisqu'il y a des sociaux-démocrates, et avec lequel on peut gouverner durablement le pays. Et c'est très important, parce que cette centralité, je sais bien qu'elle peut accroître les extrémismes de droite et de gauche, mais cette centralité, c'est aussi une force pour le pays, et ça nous permettra de continuer à réformer. Derrière la réforme des retraites, il y a un travail considérable à mener sur la valeur travail, évidemment, sur la valorisation du travail. C'était un sujet à l'Assemblée, et c'est un sujet que j'ai toujours beaucoup porté. Et puis, il y a plein d'autres réformes. Il faut qu'on accélère la transition écologique, et puis sur l'école, sur la formation, sur l'égalité des chances. Petite précision, il nous reste 30 secondes. Tout à l'heure, en évoquant l'essence, vous avez dit que le gouvernement pourrait bloquer les prix plutôt que de demander un effort à Total, c'est ça? Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il doit continuer à demander un effort à Total, qui, j'imagine, le fera, quoi. Mais c'est à Total de répondre pour bloquer ou mettre un plafond au prix du diesel qui augmente très fortement. Il y a beaucoup de gens qui roulent au diesel, donc on peut pas accepter ça. Je sais bien que c'est totalement contradictoire en injonction par rapport à la planète, mais la vie, elle a toujours ses propres contradictions. Merci. Eric Woerth était l'invité ce matin de Sud Radio.